Bonjour à tous, bienvenue, les titres de ce 13h. Addis Abeba en Éthiopie, le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui. Le chef de l'État ivoirien est sur place pour participer à ce sommet consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation continentale. Une partie d'un immeuble R+4 s'effondre à Yopougon, quartier Ouassakara. Une personne blessée, mais pas de perte en vie humaine. Nous reviendrons dans ce journal sur les causes de ce nouvel effondrement d'immeubles dans le district d'Abidjan. La CIA a conclu que le prince héritier saoudien a commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier. Une information qui contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier Mohamed Ben Salman. Merci de suivre RTI 1 aujourd'hui samedi 17 novembre. Le président Alassane Ouattara est à Addis Abeba en Éthiopie. Il y prend part au 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi. C'est un sommet consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation. Tijanaïma. Ce samedi 17 novembre se tient au siège de l'Union africaine à Addis Abeba le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État, avec à son ordre du jour l'évaluation des réformes de l'institution panafricaine, notamment le financement de l'organisation et sa gouvernance. 2 dossiers prioritaires dont la résolution pratique fait l'objet d'âpres discussions depuis 2 ans au sein de l'Union africaine. Arrivé ce vendredi 16 novembre dans la soirée à Addis Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui participe à ce 11e sommet extraordinaire, a déclaré l'espoir qu'il place dans cette rencontre. C'est un sommet extraordinaire qui est important. Il s'agit de la réforme de notre institution continentale. Bien évidemment, nous voulions prendre part à cette réforme pour être sûr que les décisions auront une dose d'efficacité en ce qui concerne le fonctionnement de notre union et également voir comment régler les problèmes de financement pour que nous soyons crédibles. Si nous voulons donner des moyens nécessaires à l'Union africaine, il faut nécessairement cette réforme du financement pour permettre à notre institution non seulement de payer le quotidien, le fonctionnement, mais également de contribuer au financement des opérations de maintien de la paix. Je pense que de nombreux chefs d'État seront là parce que nous considérons qu'il n'est pas bon d'avoir des institutions budgétivores au niveau du continent. Il faut tout faire pour avoir plus d'efficacité et s'assurer que le financement est acquis pour avoir de la crédibilité. Les yeux restent donc tournés sur ce sommet extraordinaire avec l'espoir que la fumée blanche sortira. Pour améliorer la gestion des zones conflictuelles des frontières africaines, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité procède au renforcement des capacités des membres de la Commission nationale de frontières de la Côte d'Ivoire et aussi des structures en charge des questions de frontières du Mali et de la Guinée sur la gestion des frontières. Herman Guivet. Des membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, réunis l'instant d'un atelier en vue de leur donner les outils nécessaires pour gérer au mieux la transformation des frontières africaines. L'objectif général de cet atelier, prévenir et régler les situations des zones conflictuelles dans la pratique de délimitation, démarcation et bornage des surfaces. Les acteurs du secteur font face à des difficultés. Ces frontières ont divisé souvent les populations qui sont de la même famille. Et de fait, ça pose beaucoup de difficultés dans la gestion des terroirs. Ce que nous faisons, c'est d'abord la sensibilisation de ces populations-là pour savoir que les frontières qui sont faites uniquement pour des buts administratifs. Ce n'est pas pour les diviser. Les rapports de bon voisinage continu. Les enjeux économiques qui rentrent en jeu, l'existence de ressources de part et d'autre des frontières, ça éveille des appétits qui encourage à la contestation frontière. La solution, c'est la concertation. Le renforcement des capacités par le partage d'expériences des pays du Mali, de la Guinée, du Niger est financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par l'Allemagne dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, créée en 2017, travaille à une meilleure circulation des personnes.
et des biens. Coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, cette fois dans le domaine de la marine. Les marines nationales des deux pays renforcent cette coopération. Un exercice de renforcement de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée s'est déroulé au large de San Pedro, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La manœuvre a vu la participation de toutes les administrations de l'action de l'État en mer. Abou Sanogo. C'est aux côtés de 14 pays que la marine ivoirienne a participé à la première édition de l'exercice d'ampleur du Grand African Nemo. Et il s'agit d'un exercice de coopération opérationnelle initié et piloté par la France ayant pour finalité de contribuer à la liberté de naviguer dans le golfe de Guinée en renforçant la coordination de la lutte contre l'insécurité maritime. Les patrouilleurs ivoiriens, l'émergence et le bouclier se sont pour l'occasion entraînés avec des navires de puissance militaire étrangères. Aider à consolider l'architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, soutenir les pays partenaires africains, apporter un support à l'ensemble de la chaîne régionale de sécurité et offrir l'opportunité de réunir en cohérence les différents acteurs ont constitué les enjeux de l'exercice. Donc ça c'est un type de scénario, c'est le scénario pêche illicite. Nous avons joué ensuite le scénario bâtiment piraté, donc là il s'agissait plutôt d'une reprise de vive force. Donc par une équipe de visite ce coup-ci, mais constituée plutôt d'une force spéciale qui seront capables d'embarquer de vive force sur un bâtiment piraté. Également un scénario de pollution maritime, donc là pour le coup le Mistral simulait un bâtiment qui avait fait une pollution, où nous avons également fait l'exercice de recherche et sauvetage en mer, donc liaison avec les centres de commandement à terre, les centres régionaux qui interviennent, coordination des moyens. Ce sont vraiment des scénarios qui font finalement que l'exercice est un exercice de synthèse et d'ampleur en matière de sécurité maritime. Au profit du Grand African Nemo, la marine ivoirienne a renforcé les capacités de ses hommes dans la lutte contre la piraterie, la pollution, la relocalisation, le suivi des navires, l'assistance à des navires en difficulté et le sauvetage en mer. Le bouclier et l'émergence se sont entraînés avec les navires français à 30 nautiques de côte de San Pedro. Retour sur la terre ferme, la 3e région militaire de Bouaké dans le Gbeke a ouvert ses portes au grand public. Une activité pour établir la confiance entre la société civile et les forces armées et de sécurité. Cette journée marque la 2e série de dialogues civilo-militaires initiée par la Fondation Serenti et sa partenaire Friedrich Herbert. Le reportage de Charles Tatou. Dialogue civilo-militaire, un débat ouvert à tous les acteurs de la vie socio-professionnelle. À travers cette activité, la Fondation Serenti et la Friedrich Herbert veulent contribuer à la consolidation de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité du pays. Ce qui est connu clairement, c'est que les forces de sécurité et de défense sont là pour protéger la population. Mais aujourd'hui, compte tenu des différentes crises, les populations ne se reconnaissent plus trop en ces forces de défense et de sécurité. D'où l'idée donc de travailler à restaurer cette confiance pour montrer aussi à cette population-là que les forces de défense et de sécurité sont là réellement pour leur sécurité. Thème de cette rencontre d'échange, la réforme des forces armées. Quels bénéfices pour les populations? L'animateur principal du débat, un ancien spécialiste des questions militaires. Lamoussa Kone Lassina, colonel-major à la retraite. Il a éclairé le public sur les causes et les enjeux de cette réforme. Il faut qu'il y ait des relations informelles déjà au niveau individuel entre civils et militaires. Ensuite, au niveau des institutions, l'institution militaire et la société civile, il faut qu'il y ait des actes forts. Ce sont ces actions-là qui peuvent rassurer le civil parce que le lien armée-nation a été brisé. Il faut qu'on rétablisse ces liens-là. L'aspect qui m'a marqué, ça veut dire qu'il a parlé un peu du comportement de la population vis-à-vis de l'armée et du comportement de l'armée vis-à-vis de la population. Ça vraiment, ça m'a marqué. J'avoue que cette rencontre a été très enrichissante pour nous parce qu'elle a permis de connaître un peu le rôle de l'armée dans toute son entièreté. Après Bouaké, ce sera Korogo pour la seconde étape de ce dialogue civilo-militaire.
250 startups d'Afrique sont à Abidjan pour l'African Startup Forum, une rencontre économique des startups, des incubateurs et des investisseurs d'Afrique. L'objectif est de mettre en lumière des projets innovants en vue d'accompagner les concepteurs et aussi leur faciliter l'accès au financement. Nadia Edja et Jean-Luc Mangbo. Proposer des solutions pour une Afrique qui gagne. Voici qui a conduit ces startups à prendre part à la 3e édition de l'African Startup Forum. Nous avons mis en place notre partnership qu'on appelle Emboto, qui est 100% naturel, sans conservateur, sans stabilisateur, mais aussi et surtout est certifié sans aflatoxine. On a réfléchi comme ça. Comment réutiliser ces plastiques-là, ces bidons plastiques qu'on jette, ces ampoules économiques grillées qu'on met dans la nature, on les récupère et on compose une ampoule que les clients peuvent réutiliser à très basse consommation. Les parents africains, nos ancêtres se soignaient par les plantes. Là, nous avons proposé la médecine traditionnelle que nous avons fait sous forme de gélules, la modernité. Environ 250 startups d'une quinzaine de secteurs d'activité réunis pour cet événement. Des expositions ventes, des partages d'expériences, des panels thématiques et un concours d'innovation récompensant 20 lauréats animeront ces 5 jours de forum. L'une des clés du développement de l'Afrique et de la réussite de l'Afrique, c'est par les startups. Et nous pensons que nous devons en tout cas nous battre pour que l'écosystème des startups en Afrique puisse être encore plus fort, puisse être encore plus développé pour permettre justement de régler ces questions qui minent nos économies. Rappelant les défis liés aux startups, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a appelé à soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Face au dévouement et à la volonté de notre jeunesse, nous devons faire preuve de plus d'audace et considérer plutôt ces obstacles comme des opportunités afin d'offrir des solutions efficaces pour la promotion de l'innovation et de la technologie. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique et le développement des start-up contribuent à n'en point douter à la création d'emplois et à la croissance du continent. En 2017, les levées de fonds pour les startups financées en Afrique ont atteint 327 milliards 500 millions de francs CFA contre 13 100 milliards en Europe. Ce forum vise la découverte de nouvelles tendances et d'innovations sur le continent et c'est la même mission que s'assigne l'Africa Web Festival 2018. Ce rendez-vous des professionnels du web et du numérique est aussi un lieu d'échange d'idées, de partage de connaissances et de tendances sur le numérique. Sita Soro. Rendez-vous annuel des créateurs, professionnels du web, du numérique, des communicateurs du grand public, Africa Web Festival cette année aura lieu les 29, 30 et 1er décembre. Le thème retenu pour cette 5e édition, consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat. Il s'agit de mettre le numérique au service de la paix et du mieux vivre. C'est de pousser les jeunes à chercher des solutions pour qu'on puisse, à travers l'innovation et l'entrepreneuriat justement, créer des entreprises pour régler ces questions d'autosuffisance alimentaire, ces questions d'adduction d'eau, ces questions de villes propres. 2 grands concours sont ouverts à l'occasion, celui de la start-up et de la vidéo. Les start-up, il s'agit de créer des entreprises via le web, des entreprises viables. L'ambition de Africa Web Festival, justement, c'est d'aider d'abord les jeunes à développer leurs idées, à concrétiser l'idée et à faire vivre l'idée. Le deuxième concours, c'est le concours vidéo. Il s'agit de reprendre la main. Quels sont ceux qui doivent produire les vidéos pour l'Afrique? Ce sont les Africains. Quels sont ceux qui doivent montrer le vécu quotidien de l'Afrique? Ce sont les Africains. Comme les autres années, il y aura à l'affiche des conférences, des ateliers, des panels, mais aussi des innovations. Nous allons faire des maisons, c'est-à-dire des espaces équipés d'ordinateurs et de chaises où les entreprises pourront venir donner des formations. Nous avons cette année, c'est une nouveauté, un espace code pour enfants. C'est un espace où on va apprendre aux enfants de 8 à 14 ans à coder. Ensuite, nous avons cette année fait un mobile film. Il s'agit de faire un film d'1 minute autour du thème « Consolider la paix ». En 2017, ce sont plus de 7000 participants qui ont pris part au festival provenant de 26 pays africains.
On s'intéresse maintenant au 3e forum régional sur le renforcement du système de santé et les ODD, Objectifs du développement durable et la couverture maladie universelle. Il s'agit essentiellement d'aider les pays membres à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Astou Touré. Assurer une couverture maladie universelle est un défi majeur pour les 47 pays africains qui prennent part à cette rencontre d'échange d'expériences initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Selon cette organisation, ces 10 dernières années, les résultats sanitaires dans la région africaine sont en amélioration constante. Le challenge à présent, c'est l'instauration d'une couverture santé universelle. Il y a une feuille de route. Il s'agit concrètement d'accélérer cette procédure-là. Ça servira à la Côte d'Ivoire parce qu'elle bénéficiera de l'expérience des autres pour aller de l'avant. Si on dit couverture maladie universelle, c'est aller le plus loin possible, aller toucher la population la plus reculée et pour que ces populations aient des soins de qualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique traduit toute l'importance de cette 3e rencontre qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure définition des priorités et une planification équitable. Il s'agit d'assumer la couverture sanitaire universelle et pour cela nous faisons appel à la couverture maladie universelle qui verra bientôt le jour à partir de janvier 2019 et également de rendre effectifs les ODD que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les préoccupations aujourd'hui du gouvernement ivoirien sous l'autorité du président de la République. La précédente rencontre a eu lieu en 2017 à Brazzaville. Et cette rencontre d'Abidjan permettra aux États membres de planifier des investissements réalistes et durables pour la fourniture de services de santé complets et intégrés aux populations de manière équitable et efficace. Pendant ces jours-ci, chaque pays est venu prendre la feuille de route pour la couverture santé universelle et les ODD. Donc, il est question pour chaque pays de rentrer maintenant avec cette feuille de route pour pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. La rencontre a pris fin ce vendredi 15 novembre 2018 et le prochain forum est prévu pour novembre 2019. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire milite pour davantage de droits et d'attention en faveur des personnes vivant avec un handicap, surtout pour les 50 000 enfants dans cette situation qui frappent à la porte des écoles sur l'ensemble du territoire national. Amadou Ouattara. Mobiliser de nouveaux appuis nationaux en matière de handicap et souhaiter de meilleures pratiques en faveur des personnes vivant avec handicap, c'est le combat que s'assigne la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPHCI. Cette organisation salue les efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien, mais elle souhaite davantage de droits pour les personnes vivant avec handicap, surtout pour les 50 000 enfants dans cette situation qui frappe à la porte des écoles. La question de l'employabilité des personnes handicapées est une réalité. Une personne handicapée, quoique ayant des diplômes, vraiment a d'énormes difficultés pour avoir un emploi. On a eu la faveur de l'État qui allait dans ce sens-là afin de nous accorder le document dérogatoire. Il faudrait que la question de l'accessibilité soit abordée de manière franche et que déjà les structures publiques telles que les banques, les hôpitaux et autres là, intègrent dans leur plan de développement la question de l'accessibilité. Revendiquant plus d'1 million de membres répartis sur l'ensemble du pays, la COPHCI vient de restituer les informations relatives aux droits des personnes handicapées. Essentiellement, il s'agit des assistances souhaitées et divulguées lors de sa participation au sommet mondial sur le handicap en juillet dernier à Londres, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la communauté internationale est plus que jamais motivée à s'impliquer dans des actions en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Longtemps, les personnes handicapées ont été marginalisées. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui se lance en faveur de l'inclusion et cela est à saluer. L'une des activités les plus marquantes de ce sommet reste la signature de la Charter for Change. Ce document d'une page donne des directives précises sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont un point signale que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine.
Direction la commune de Yopougon, un immeuble s'est en partie effondré à Ouassakara, Nouveau-Sable. Le bâtiment R+4 avait commencé à se fissurer depuis un certain temps, selon ses habitants. Aucune perte en vie humaine, mais une personne a été blessée. Abou Sanogo. Grosse frayeur dans la commune de Yopougon-Ouassakara, Nouveau-Sable. Un pan d'un immeuble R+4 comportant une dizaine d'appartements s'est partiellement effondré en début de soirée. Les victimes décrivent l'état du bâtiment vieux de plusieurs années. J'étais en haut de dalle ici en train de prendre thé. Un coup, j'entends des grains de cailloux qui tombent. Un coup, ça casse. Ça arrive à un niveau de 1 mètre. Après, mon petit frère est monté. Il dit, ah, l'immeuble est en train de tomber. Il faut évacuer les gens, quoi. Quand on a fini d'évacuer les gens, en même temps, c'est descendu un coup. C'est une vieille maison, c'est fatigué. Et puis, c'est pas solide. Depuis longtemps, les tailles, ça se dégrade pour tomber sur les tôles. Depuis 18 heures, ça a commencé à tomber. Heureusement, à la maison ici, on n'a pas eu de victimes. Mais actuellement, on ne peut pas dormir. L'État, il y a même un démoli pour enlever ici. Parce que ça, là, ce n'est pas un coin où on construit un étage comme ça. Ça, ce n'est pas un étage. Ça, c'est carton. Les décombres ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Les habitations juste dans l'immeuble ont fait les frais. Bilan, un blessé. Aucune perte en vie humaine. J'ai une nièce qui était dedans. Parce qu'elle se couche très tôt. Donc il y a mon neveu qui est là, qui l'a enlevé. Dès qu'il est sorti, c'est là, le deuxième est tombé. Oui, elle est touchée au niveau des genoux, on l'a envoyé à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers de l'Indénié et le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO dépêchés sur le lieu ont porté assistance aux victimes qui, encore sous le choc, attendent d'être relogées et dédommagées. On se rend à Divo, quartier Konankro-Château, où c'est un incendie qui a fait 8 victimes en août dernier. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est allé transmettre le soutien de la nation. Les familles endeuillées ont reçu 5 millions de francs CFA afin de faire face aux charges funéraires. Moussa Koulibaly et Abou Sanogo. Une poignée de main pour apporter du réconfort. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale conduit par son directeur général à Divo dans le quartier Konankro-Château pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des 8 victimes de l'incendie meurtrier. Ce soutien se traduit par une enveloppe de plus de 5 600 000. En pareille situation, la famille a plus besoin de cette solidarité pour que la veuve surtout puisse remonter la pente. Malgré la douleur, la veuve Nguessan Chantal a eu des ressources pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour tous les efforts après le drame. Il faut dire que depuis ça s'est passé, elle ne nous a pas laissé. Ils sont tout le temps là, elle ne nous a pas laissé. Donc elle a dit merci. C'est dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 août dernier qu'un incendie s'est déclaré au domicile de Bayo Yves. Bilan d'importants dégâts humains et matériels. Tous les 8 occupants de la maison ont perdu la vie. Rencontre à Abidjan sur l'engagement de la Côte d'Ivoire au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable, entre autres la faim zéro, l'éducation ou encore l'énergie. Grâce Kando. En septembre 2015, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable. Il s'agit entre autres de sécurité alimentaire, d'éducation, de santé maternelle et d'énergie. Pour mobiliser et susciter l'engagement du secteur privé ivoirien dans l'atteinte de ces objectifs, la Direction générale de l'environnement et du développement durable a initié une rencontre. Ces assises sont donc l'occasion d'échanges sur les acquis, les leçons apprises, ici comme ailleurs, afin de booster l'engagement de nos partenaires du privé, petits comme grands, à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire à travers les différentes stratégies. La mise en œuvre de ces ODD nécessite d'énormes ressources financières que les États, à eux seuls, ne pourront dégager. C'est en cela que la contribution du secteur privé est déterminante, je dirais même primordiale, en raison de sa capacité à créer la richesse à travers la création d'emplois. Les objectifs de développement durable ODD sont désormais
le principal cadre de référence pour les politiques et les programmes de développement nationaux. Il appartient à chaque pays de les prioriser en fonction de leur réalité locale. Et je vous donne maintenant un communiqué de l'Autorité nationale de la presse. L'Autorité nationale de la presse, ANP, observe la publication récurrente d'articles attribuant dans la presse imprimée et la production d'informations numériques la qualité de maire ou de président de conseil régional à des personnalités dont les noms figurent sur les listes impliquées dans le contentieux des élections régionales et municipales du 13 octobre dernier, en cours de traitement devant la Chambre administrative de la Cour suprême. L'ANP fait remarquer que la qualité de maire est définitivement reconnue à toute personne, d'une part, à l'issue du contentieux électoral et d'autre part, au terme de l'élection interne effectuée parmi les membres de la liste déclarée élus par la Commission électorale indépendante CEI. C'est pourquoi l'ANP invite les responsables de la presse imprimée et de la production d'informations numériques à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d'éviter tout amalgame et favoriser le bon déroulement du contentieux des élections régionales et municipales du 13 octobre 2018. Une féminité amputée, c'est un livre qui met en exergue les méfaits de l'excision. Malgré leur interdiction en Côte d'Ivoire depuis 1998, les mutilations génitales de la petite fille continuent de sévir, notamment dans la région du Hambol, d'où l'auteur Adeline Camara est originaire. La dédicace de cette œuvre engagée avec Astou Touré. Une fois de plus, un engagement, un cri de cœur pour dénoncer un phénomène qui est su, mais qui continue de faire des millions de victimes dans le monde. L'excision. Cet acte affreux et terrifiant, Kaunam l'a connu. Kaunam, c'est le personnage principal de cette œuvre de 104 pages intitulée « Une féminité amputée ». L'œuvre relate le parcours d'une orpheline qui, très tôt, à l'aurore de sa vie, fait l'amère expérience de l'excision, du viol et des abus sexuels. Adeline Camara, auteure de cette œuvre, touche à plusieurs thématiques. La scolarisation de la jeune fille, la maltraitance, les fistules obstétricales. Mais au-delà de la chair, Adeline s'attaque également à l'excision de la langue, les abus sexuels. Un phénomène su, mais tu. Au-delà des lignes, elle mène une réflexion sur les us et coutumes de sa région, le Hambol. En 12 chapitres, elle exprime sans équivoque les méfaits des mutilations génitales de la jeune fille dans le seul but de mettre fin à ce cycle infernal. C'est un témoignage, c'est un fait réel. Depuis 1998, on a voté une loi pour que l'excision puisse s'arrêter, que le gouvernement fasse plus. Comptable de formation, des chiffres, Adeline Camara passe aux lettres. Une féminité amputée est sa première œuvre. Au Tchad, les élections législatives annoncées pour novembre 2018 n'auront pas lieu encore cette fois. C'est un scrutin qui a déjà été plusieurs fois repoussé depuis 2015 par manque de moyens financiers selon le président Idriss Déby Itno. Cette fois, selon le Centre national de dialogue politique, le report est dû à d'importants retards dans l'organisation du scrutin. Pour cet organe composé de membres de la majorité et de l'opposition mis en place en mai dernier, il est nécessaire d'obtenir un consensus sur les modalités du scrutin pour organiser des élections apaisées. La CIA a conclu que le prince héritier saoudien a commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier, rapporte vendredi le Washington Post. Et cette information divulguée par ce journal où collaborait régulièrement le journaliste critique de Riyad contredit la récente affirmation du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et pour terminer, un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 20 novembre 2018, lendemain de la commémoration du Maolid, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous à 20h sur RTI 1 avec Marie-Laure Ongoran et demain 13h, Hamza Diaby. Très bon week-end à tous.